Bonsoir à vous tous et bienvenue dans le programme du soir sur New World Info ce vendredi. Nous allons, comme toujours, commencer avec le décryptage de l'actualité. Aujourd'hui, nous parlons de la Libye pour évoquer cette entente sur l'application de l'accord de cessez-le-feu. Nous en parlons tout de suite avec notre éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Les discussions qui ont débuté lundi à Gadamès dans le sud-ouest de la Libye et qui réunissent 5 responsables militaires des 2 camps qui composent la commission militaire conjointe en présence du chef, de la chef par intérim de la mission d'appui des Nations Unies en Libye, Stéphanie Williams, semblent sur de très bonnes voies. Mardi soir, Stéphanie Williams a annoncé que les 2 parties étaient tombées d'accord sur la mise en place d'un sous-comité militaire pour superviser le retrait des forces militaires vers leur base respectives et le départ des forces étrangères des lignes de front. Mamadou Diouf, première question. Quand on suit un peu la situation au niveau de la Libye, il y a bon espoir que cet accord de cessez-le-feu soit le bon? Oui, on peut dire qu'il y a bon espoir que cet accord de cessez-le-feu soit le bon pour 2 raisons au moins. La première raison, ce n'est plus un accord signé dans une conférence sur la Libye sans les Libyens. Puisque les tentatives à Bonn, à Russie, un peu partout, il y avait plus des représentants étrangers qui étaient d'un côté ou de l'autre des belligérants. Alors que depuis le Maroc, quand ils ont commencé les négociations secrètes, il s'est agi cette fois plutôt de négociations inter-libyennes. Le deuxième aspect, après que les négociations aient permis de s'accorder sur un cessez-le-feu qu'ils ont signé, parce que tout ce qu'on a obtenu comme cessez-le-feu, c'était chacun disait de son côté cessez-le-feu de manière unilatérale. Il n'y avait jamais eu de signature de cessez-le-feu jusqu'à présent, même si il y avait une pause au niveau des combats. Cette fois, un cessez-le-feu a été signé et l'ONU même s'est mêlé à la signature de ce cessez-le-feu et l'ONU est en train d'encadrer le processus pour que le cessez-le-feu soit respecté. Donc, avec ces 2 raisons, on est sur une négociation qui est différente de tout ce qu'on a connu comme négociation jusqu'à présent et on espère que cela pourra permettre au peuple libyen de retrouver la paix véritablement. Mais d'où est venue cette volonté soudaine pour ces 2 parties de faire l'entente? En fait, la volonté était là, mais entravée par 2 personnes. D'un côté, le chef du gouvernement d'Union nationale, Fayez al-Sarraj, de l'autre, le maréchal Haftar. Et si vous regardez depuis quelque temps, les 2 personnes sont un peu mis à l'écart. D'ailleurs, Fayez, lui, a été très clair. Il a dit qu'il va démissionner. Donc, c'est très clair qu'il n'est pas dans la perspective de la Libye d'après. Le maréchal qu'on entendait régulièrement, on l'entend de moins en moins. C'est plutôt le président du Parlement qu'on entend. Et c'est les parlementaires qui sont allés négocier d'abord, qui ont réussi un certain nombre d'éléments, qui ont ramené ça dans les parlements pour pouvoir amener les gens à l'adopter. Aujourd'hui, on est sur la négociation avec les militaires pour gérer la question du cessez-le-feu, mais on n'entend pas parler de Fayez al-Sarraj, on n'entend pas parler également du général alors que c'est les 2 qui, à chaque fois, avaient des discours très forts. À la limite, personne n'acceptait de recevoir l'autre. Ils ne se sont jamais rencontrés, même au niveau des négociations à l'échelle internationale. Certainement, le fait qu'on ait mis à l'écart ces 2 personnalités a participé à rendre plus facile les négociations pour une réconciliation interlibyenne. Alors, on voit une volonté affichée de part et d'autre d'aller donc à l'application du cessez-le-feu, mais est-ce que sur le terrain, on sent que le feu a cessé? Le feu a quand même cessé sur le terrain, mais comme on le voit sur la feuille de route, le problème n'est pas véritablement résolu. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle ces rencontres sont organisées, puisque si le feu a cessé et les belligérants se font face au niveau de la ligne de front, en particulier à Sirte, moindre occasion, il peut y avoir encore la guerre. C'est pourquoi dans la feuille de route, ils demandent à ce que ceux qui sont sur la ligne de front, qui sont des soldats libyens d'un camp ou d'un autre, que chaque soldat retourne à sa base pour éviter que la moindre étincelle ne puisse créer encore une nouvelle guerre. Comme tout le monde le sait, d'un côté comme de l'autre, il y a des mercenaires, il y a des soldats étrangers. Sur la feuille de route, il est demandé également que ces soldats étrangers quittent les lignes de front, en particulier la ligne de front de Sirte, et même les gens veulent aller plus loin, faire en sorte que
finalement, ces étrangers puissent quitter la Libye, mais ça va être une seconde étape. Dans une première étape, on demande aux gens de quitter la ligne de front. Et si les gens quittent la ligne de front, il y a moins de risques d'affrontement. Et ça sera déjà un pas également pour renforcer ce cessez-le-feu qui a déjà été signé. Alors justement, demander que dans l'armée, en tout cas les effectifs de l'armée libyenne de part et d'autre se retirent de la ligne de front et après que les troupes étrangères également puissent se retirer, ça ne garantit pas véritablement quand même une réconciliation déjà entre les Libyens. Oui, mais c'est que il y a un avantage ici, dans les négociations jusqu'à présent, physiquement, on n'a pas vu les forces étrangères. Bien que tout le monde sait que si je prends le cas de la Turquie, du côté du gouvernement d'union nationale, de l'Égypte, du côté du maréchal Haftar, il est clair que ces gens sont en train de suivre ce qui se passe. On a même vu la Turquie, à un certain moment, tenir un discours contraire à la tendance de la négociation interlibyenne, mais pour le moment, ça n'a pas encore un effet sur le processus qui va vers une réconciliation entre les Libyens. Et moi, je me dis que certainement, c'est en gardant cette option qu'on peut régler le problème de la Libye en tenant compte des enjeux de la Libye. Parce que quand on y implique les forces étrangères, il y a d'autres enjeux qui rentrent en ligne de compte et ces enjeux ne vont pas nécessairement dans le sens des intérêts du peuple libyen. Et en ce moment, la Turquie, par exemple, a plus intérêt à appuyer le gouvernement d'union nationale à liquider, si on peut l'appeler ainsi, le maréchal plus ses troupes. Après, dans la Libye qui va exister, mais la Turquie sera une reine, même si on ne lui met pas une couronne sur la tête. Tout le monde sait cela d'un point de vue géopolitique. C'est pourquoi la Turquie avait donné un discours un peu contraire, mais les Libyens n'ont qu'à savoir où se trouve leur intérêt et faire en sorte que ce processus qui a commencé continue. La Libye est en guerre depuis 2011, ça suffit très largement, d'autant que le pays est en train de reculer sur tous les plans économiques, sociaux, etc. Est-ce que ce cessez-le-feu est vu d'un bon œil par les soutiens des deux camps, Égypte, Turquie, Arabie Saoudite, Qatar et autres, qui sont tapis dans l'ombre? Puisqu'il y a les Nations Unies qui sont là, il devient souvent très difficile de dire « je ne suis pas d'accord ». On n'a pas entendu quelqu'un dire « je ne suis pas d'accord avec le cessez-le-feu ». Même le discours de la Turquie, qui n'allait pas complètement dans le sens de ce qui est en train d'être fait, parler de doutes, de sincérité, etc. Donc, ils n'ont pas remis en cause le cessez-le-feu en tant que tel. Un deuxième élément, vous avez l'ambassadeur des États-Unis en Libye, qui lui a été très clair, il menace. Il dit clairement qu'ils vont sanctionner toutes les personnes qui vont tenter d'entraver le processus de réconciliation au niveau de la Libye. Il y a l'émissaire de l'ONU, lui, qui ne menace pas encore, mais qui appelle à la responsabilité, autant les acteurs libyens que les soutiens, pour que le processus en cours puisse aller jusqu'à son terme. Je crois qu'il y a tous ces éléments qui font que c'est certes des Libyens qui négocient, il y a les Nations Unies qui supervisent, il y a les Américains qui menacent, ben ça fait que ce n'est plus les Libyens et leur soutien tout simplement. Il y a d'autres structures qui sont là, qui s'impliquent pour qu'on trouve une solution. Et puisque tout le monde est fatigué de cette guerre au niveau de la Libye, si les Nations Unies prennent leurs responsabilités, cette fois, au lieu de laisser un État étranger à la Libye venir créer la guerre à nouveau, les gens peuvent aller dans le sens de sanctionner et ça pourrait amener les fauteurs de troubles à rester tranquilles. Alors justement, pour veiller à la bonne application quand même de cet accord de paix, le Conseil de sécurité est exhorté à adopter rapidement une résolution contraignante pour que l'accord de paix soit mis en œuvre. On le voit clairement du côté du Conseil de sécurité, on est très prudent, on ne compte pas uniquement sur la volonté seule des deux parties d'appliquer l'accord, on veut mettre des garde-fous. Mais bien sûr, quand on regarde les résolutions des crises, le Soudan, la Centrafrique, où l'Union africaine et les Nations unies se sont mis ensemble, la résolution a pris un véritable tournant à partir du moment où, dans les négociations, on a introduit les sanctions. C'est ça qui a permis au Soudan d'avoir l'accord, c'est ça qui a permis également au Soudan du Sud d'avoir un accord, c'est ça qui a permis également au niveau de la Centrafrique de résoudre les problèmes, et la Libye ne fera pas exception. Parce qu'il ne faut pas qu'on oublie que dans la guerre, vous avez des gens qui sont là, qui se créent des territoires, qui font leur affaire, qui s'enrichissent à cause de la guerre. Ces gens qui vivent de l'économie de la guerre ne pourront jamais accepter un accord parce que cet accord va les obliger à se mettre dans les règles, alors que tout ce qu'ils faisaient n'était pas du tout dans les règles. Les seigneurs de guerre en profitent, etc. Donc, je crois que
l'implication des Nations Unies doit aller jusqu'au bout. Il y a déjà les États-Unis qui menacent. Ils sont dans le Conseil de sécurité. Ben, si les États-Unis menacent, si les autres suivent, ça va pouvoir marcher. Le seul hic, c'est que la Russie est également dans le Conseil de sécurité. Et comme il y a le droit de veto qui est là-bas, est-ce qu'ils mettront le droit de veto pour que le maréchal Haftar ne soit pas sanctionné, ou est-ce qu'ils laisseront la résolution passer? C'est peut-être ça l'équation, mais si le Conseil de sécurité prend la même détermination que l'ambassadeur des États-Unis en Libye, les belligérants feront davantage attention. Mais lorsque les discussions pour un accord de cessez-le-feu avaient débuté au niveau de la station balnéaire du Maroc, il y avait quand même un point très important, c'était le partage d'un certain nombre d'institutions. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Il y a un comité qui doit travailler dans ce sens pour que, au lieu d'avoir des institutions du gouvernement d'union nationale, des institutions du Parlement à l'est de la Libye, pour qu'on ait des institutions libyennes, où on retrouve le gouvernement d'union nationale et le Parlement qui était au niveau de l'Est. Et ils vont très loin, même sur la question du pétrole. Si vous vous rappelez, il y a eu tout récemment un accord disant qu'on va reprendre la production et l'exportation du pétrole. Ils ont mis en place même un comité qui se charge de faire en sorte que les sites pétroliers ne soient pas gardés par le GNA quand ils se trouvent dans la zone dominée par le GNA ou bien par les soldats du maréchal, mais que sur chaque site, qu'on ait aussi bien des soldats du gouvernement d'union nationale que des soldats du maréchal Haftar, pour montrer qu'on est à nouveau ensemble, on gère le pétrole ensemble. La même chose est attendue au niveau des institutions, mais si on se rappelle bien, à la sortie des rencontres du Maroc, ils n'avaient pas accepté d'aller plus loin, puisque la question avait été posée. Ils ont dit qu'il y a un processus qui est là. Ils vont aller rendre compte chacun au niveau de ceux qui les avaient envoyés. Ils vont après dire ce qu'il en est. Le principe était retenu. Il y avait même des critères pour les choix des personnes, mais on ne nous avait pas donné exactement de quoi il s'agissait. Donc là, on est en attente, mais il est clair que dans ce processus, il est prévu une réunification des structures qui vont devoir administrer la Libye. Dernière question, Mamadou Diouf. Est-ce qu'on parle déjà d'organisation d'élections ou c'est trop tôt? Non, on en parle déjà, puisque un des principes, c'était que cette parenthèse soit fermée par des élections. D'ailleurs, on l'oublie souvent, même le GNA, quand le GNA avait été mis sur place, c'était le même système. C'est pourquoi l'autre démissionne, puisque normalement, le GNA devait faire 1 an, maximum renouvelable une fois. Ils ont fait beaucoup plus qu'1 an. Les élections n'ont jamais été organisées. Donc, dans ce processus, il faut organiser des élections. Mais la Libye étant divisée en deux, pour qu'on parle d'élections, il faut qu'on puisse mettre ensemble ces institutions, que les gens acceptent le principe, les modalités, le scrutin, le processus électoral, etc. Et il y a un travail qui est en train d'être fait à ce niveau, mais ça sera le second travail, puisqu'il faut d'abord régler cette consolidation du cessez-le-feu, créer des organes qui vont être des organes communs, et ce sont ces organes qui vont se charger d'organiser les élections. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous allons partir pour la pause et on revient derrière avec l'invité sport. Nous sommes vendredi.